Bonjour Alain. Bonjour Aline, ça me fait plaisir d'être là. Oui, ça me fait plaisir que tu sois là. Je t'ai invité parce que tu as semblé être très intéressé par ma première vidéo sur le Feng Shui. Oui. Et on a commencé à en discuter ensemble et je me suis dit, plutôt que de garder ça dans le cadre du privé, on allait en discuter sur ma chaîne pour... j'imagine que si tu te poses ces questions, d'autres se posent des questions. Et j'attends des réponses. Et voilà, et du coup... Alors moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Je souhaiterais savoir déjà, qu'est-ce que le Feng Shui? Alors c'est une question qui est très vaste. C'est pas évident de répondre de façon succincte. Surtout que c'est beaucoup assimilé à d'autres méthodes comme la géobiologie. C'est pas du tout la même chose que la géobiologie. La géobiologie, ce sont des praticiens qui vont rechercher dans les sous-sols, au niveau de la terre, si tu as des influences énergétiques comme un ruisseau qui passe, des nœuds de Hartmann qui sont des nœuds énergétiques qui influencent de façon négative ta maison. D'accord. Donc toutes ces choses-là influencent la maison, mais ça n'a rien à voir avec le Feng Shui. Ce sont deux activités complémentaires. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le Feng Shui, pour commencer. Oui, je sais, j'ai bien compris ta question. C'est juste que je voulais clarifier ça pour pas que les gens, si les gens viennent me voir pour que je recherche un réseau d'Atman ou ce que je leur dis s'il y a un ruisseau sous la maison, c'est pas ça. C'est pas non plus de la décoration, ça n'a rien à voir non plus. Le Feng Shui, on est dans un art, c'est un art des méthodes traditionnelles de santé chinoise. C'est-à-dire que la méthode de santé chinoise, c'est une méthode holistique. Et donc, holistique, ça veut dire qu'il gère le tout, la personne et son environnement. Et donc, dans le cadre de ces pratiques, il y a l'art de l'aiguille, l'acupuncture, il y a l'art du feu avec le moxa, il y a l'art du massage avec le truna, etc. Et il y a l'art du Feng Shui qui équilibre, qui étudie le logement de la personne. Alors ça peut être le logement, ça peut être le bureau du travail, ça peut être ta chambre d'étudiant, tout endroit où tu passes beaucoup de temps et qui regarde si ce lieu est en harmonie avec toi en tant que personne et quel impact ce lieu peut avoir sur toi, sur ta santé, mais pas que, ça a un impact sur ta santé, sur tes relations amicales, sur tes relations amoureuses, sur ton travail, sur ton enrichissement, sur tous les aspects de ta vie. D'accord. Ouais. A-t-on l'obligation de faire du Feng Shui dans la totalité de la maison ou peut-on le faire que sur une pièce ou deux? Alors, le Feng Shui, c'est une étude. Comme je te disais, c'est quelque chose qui est très vaste, qui peut englober énormément de choses dans ta vie. Et donc, les gens viennent avec une demande, ce qu'on appelle un motif de consultation. Oui. Donc, quand on fait une étude Feng Shui, on commence par cartographier, si tu veux, énergétiquement toute la maison. D'accord. Après, on fait la cartographie énergétique de la personne, ce qu'on appelle le Bazhe. Donc, je recherche, toi, ton bilan énergétique. Je conjugue les deux et je vois comment les deux s'harmonisent. Et si ta question porte sur le bureau dans ta maison, on va aller traiter le bureau dans ta maison et voir comment il s'harmonise avec toi. Si ta question pose sur j'arrive pas à dormir, comment ça se fait, on va aller voir si l'harmonie de ta chambre est en harmonie avec toi. D'accord. Donc on peut traiter toute la maison. On commence par étudier d'abord toute la maison pour voir sous quelles influences énergétiques elle est. Et après, on se focalise sur ta question. D'accord. Alors, et le Feng Shui, ça vient d'où? C'est chinois. Alors, c'est chinois, mais il faut comprendre que c'est en fait... le Feng Shui en tant que tel, c'est une pratique des méthodes traditionnelles de santé chinoise, comme je te disais, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ancestral. Ça a été documenté, ça a été colligé, écrit par les Chinois. Depuis, on retrouve des textes qui ont 4000 ans sur le Feng Shui. Mais c'est une pratique qui existe aussi dans d'autres cultures. Par exemple, en Inde, avec l'Ayurveda, on a le Vastu, c'est l'équivalent, mais ils ont un tronc commun, si tu veux, et chacun l'a développé de son côté. Donc, il y a un tronc commun, mais après, l'expression est différente parce que chacun a apporté, en fonction de sa culture, en fonction de ses connaissances, une façon différente de gérer l'énergétique de l'habitat. Mais c'est quelque chose qui existe depuis bien plus longtemps, puisque déjà les pyramides qui ont plus de 10 000 ans
parce que non, les pyramides de Gizeh n'ont pas 4500 ans, c'est un mensonge éhonté, bref. Donc les pyramides qui ont plus de 10 000 ans et qui étaient là avant le déluge sont construites sur des bases énergétiques, sur des formes énergétiques, avec des matériaux énergétiques, tout est relié à ça. Donc c'est un savoir terrestre très très vieux, très vieux, très vieux. C'est-à-dire que le Feng Shui, lui, il peut influencer notre quotidien. Oui, complètement. J'ai des exemples. Tu vois, j'ai fait une consultation il n'y a pas longtemps. Un couple qui a acheté une maison dont les précédents propriétaires qui l'avaient fait construire vendaient. Et quand j'ai fait le premier bilan de la maison, je lui ai dit au propriétaire, là, votre maison, elle est parce que en fonction de comment ouvre ta porte d'entrée, de l'endroit où ouvre ta porte d'entrée, tu as des étoiles et ces étoiles-là influencent toute la maison, tout le temps. Et donc je lui dis, votre porte, elle ouvre sur des étoiles qui ne sont pas bonnes. Et je lui dis, c'est pas super. Et eux, ils envisageaient d'ouvrir une baie vitrée sur un autre mur de la maison, et qui était avec des étoiles très favorables. Donc je lui dis, si vous ouvrez, au lieu de mettre juste une baie vitrée, mais que vous faites la porte d'entrée en baie vitrée à cet endroit-là, vous aurez une maison qui sera sur de bonnes étoiles. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais quelques jours après, il me téléphone, il me dit, j'ai eu des nouvelles des précédents propriétaires, et l'histoire de ce couple, ils se séparaient. Donc il y avait un divorce. Le mari avait trompé sa femme avec une femme plus jeune, pour laquelle il l'a quittée. Il avait vidé tous les comptes en banque de la femme, des enfants, il avait piqué tout l'argent. Et sa femme l'avait mis un procès sur le dos par rapport à ça, et il n'avait plus le droit de voir ses enfants par rapport à sa conduite, quoi. Et moi, quand ce propriétaire me dit ça, je ne lui avais pas expliqué quelles étaient la nature des étoiles qui ouvraient dans sa maison, et je lui dis, je lui lis le papier pour que. Je lui dis, écoutez, voilà, les étoiles, c'est adultère, problème avec des femmes jeunes, perte d'enfants, perte d'argent, enfin voilà, le couple cochait toutes les cases. Donc c'est peut-être un hasard, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est troublant. C'est troublant. Pourquoi est-il si important de faire du Feng Shui dans une maison? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que certains ne le font pas. Que pourrais-tu leur dire pour les convaincre de le faire, et ce qui leur permettrait peut-être de changer la vie qu'ils mènent, quoi? Ça, après, ça dépend de la conscience des gens, s'ils sont sensibles à ce genre de choses. Et puis, parfois, les gens ils viennent te voir en disant, écoute, c'est bizarre, j'arrive pas à dormir dans cette maison, ou depuis que je suis là, je suis pas bien, il y a un truc qui se passe. Mais ils le relient pas forcément au lieu. Et donc après, moi je leur explique que ça peut être lié au lieu, et que ce serait intéressant de faire une étude Feng Shui pour voir, en faisant les modifications, ce qui se passe. Tu vois, j'ai eu une cliente, donc j'avais fait son étude Feng Shui, et un jour elle m'appelle, elle me dit, écoute, c'est bizarre, parce que c'est une femme qui travaille chez elle, qui est autonome, enfin qui est pas libérale, mais voilà, elle est autonome, elle travaille pour elle. Et elle me dit, j'ai pratiquement plus de clients, j'ai pas beaucoup de boulot, il y a quelque chose qui se passe, là, ça va pas, tu veux pas venir à la maison. Donc je vais chez elle, et là je regarde, et en fait, parce que les gens, je vais t'expliquer après, on a une boussole personnalisée qui correspond à notre Badze, donc notre bilan énergétique, puis tu as l'emplacement de la maison. Et du coup, je regarde sur cette boussole personnalisée, et je vois qu'à l'emplacement de l'enrichissement, des productions, etc., elle avait mis son bouquet de mariée. Sauf que là, elle était complètement fanée. Et donc, elle met quelque chose de mort à l'endroit de l'enrichissement. Je lui dis, ça, faut l'enlever. Parce qu'elle avait des fleurs mortarières dans la maison. Mais c'était pas sur le lieu de l'enrichissement. Là, ce bouquet était précisément sur sa boussole personnalisée, sur l'enrichissement. Donc, elle a viré le bouquet. Et quelques mois après, elle était tellement débordée de boulot qu'elle était obligée de travailler 7 jours sur 7. Elle n'en pouvait plus. Donc, je peux pas dire que c'est... Mais quand même... il y a des coïncidences. Tu vois, donc c'est le genre de choses que je dis aux gens quand ils viennent me dire, mais pourquoi faire une étude Feng Shui? Je dis, peut-être qu'il se passe des choses dans votre vie que vous ne reliez pas à votre logement, mais qui peut influencer. Est-ce qu'une maison ne peut pas être
ne peut pas avoir d'études Feng Shui? Est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des endroits où c'est impossible de faire quoi que ce soit dedans? Alors, tu as des maisons. Alors, il faut bien. Tu touches un point qui est important. Parce que toi, dans tous les médias, tout ça, Internet, on te dit arrangez votre maison Feng Shui. Donc, on te dit mets une plante là, mets de la couleur là, machin, Oui. truc. C'est pas du tout ça, en fait. Une étude Feng Shui, c'est vraiment relié à l'habitant. Tu peux pas. À l'habitant. À l'habitant. Tu peux pas vendre une maison en disant elle est Feng Shui. C'est faux. C'est pas possible. Parce que c'est la conjugaison de l'habitant et de l'habitat. Elle va l'être pour l'habitant qui y est. Oui. Si la maison est vendue, elle peut ne plus l'être pour le prochain. Exactement. Alors après, comme je te disais tout à l'heure avec mon exemple, tu as des choses qui changeront pas, sauf si tu changes l'anatomie de la maison. Le fait que tu ouvres la porte d'entrée dans des étoiles défavorables, quel que soit l'habitant, tu ouvres la porte d'entrée dans des étoiles défavorables. Oui. Donc là, il faut faire quelque chose pour changer la configuration de la maison. D'accord. Mais après, une étude Feng Shui, c'est la rencontre d'un habitant et d'un habitat. Parce que tu as des habitations. Mon prof de Feng Shui nous disait tu as un pied droit, tu as un pied gauche, et en fonction, et tu sais très bien que ta chaussure droite, elle va sur ton pied droit, et si tu la mets sur ton pied gauche, tu n'es pas très à l'aise. Et ben, il y a des maisons, voilà, et donc il y a dans le Feng Shui, il y a 8 orientations possibles d'une maison, parce qu'on utilise les orientations cardinales, donc le sud, le nord, l'est, l'ouest, et il y a 8 configurations possibles. D'accord. Donc le sud, l'ouest, l'est, le nord, sud-ouest, nord-ouest. Bon. Et ça donne 4 types de maisons. Enfin, 2 types de maisons. 4 Ming de l'est et 4 Ming de l'ouest. Ça, c'est le nom des maisons. Et toi, en tant que personne, en fonction de ton bilan énergétique, tu es plutôt sensible au Ming de l'est ou au Ming de l'ouest. D'accord. Donc déjà là, ça fait un premier tri. Si tu es dans une maison, vaut mieux qu'elle soit en harmonie avec ton Ming à toi. Si tu es plutôt Ming de l'ouest, il vaut mieux que tu ailles dans une maison Ming de l'ouest. Après, bon, ça, c'est pour avoir l'optimum, si tu veux. Mais après, ça se conjugue, parce qu'évidemment, dans un couple, les deux ne sont pas forcément tous les deux Ming de l'est ou du même Ming. Ah oui, mais s'ils ne sont pas tous les deux pareils, comment ça se passe, hein? Alors, ce qui se passe, c'est qu'une maison, elle est soit Ming de l'est, soit Ming de l'ouest. Une personne, la maison. Ouais. Une personne, elle a 4 Ming. C'est en fonction de son mois. Donc elle a une chance sur 2 d'être sur. Ouais, donc tu as l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Donc on calcule le Ming pour chacune. Donc tu peux avoir très bien 2 Ming de l'Est, 2 Ming de l'Ouest. Bon, voilà, donc on conjugue, on voit ce qui est le mieux en fonction de ton bilan énergétique. Et de ta demande et de comment tu veux te sentir dans la maison. Quel est le sujet que tu veux favoriser dans cette maison? D'accord. Et alors, la personne qui fait le Feng Shui, la personne qui s'occupe de tout ça, il faut des dispositions particulières ou qu'est-ce qui fait que tu es arrivé, toi, au Feng Shui? Qu'est-ce qui fait que tu aies eu cette envie de faire ça? Et puis, quel est le parcours que tu as eu pour en arriver à faire ça? Écoute, moi je suis arrivée là, c'est un cheminement. J'ai commencé par faire des études de médecine chinoise. Parce que la question, tout le monde est-il capable de faire ça? Oui, il faut juste apprendre à le faire. D'accord. Et ça ne s'apprend pas dans un magazine. C'est ce que tu lis dans des bouquins ou dans un magazine, c'est très parcellaire et très souvent on n'inclut pas l'habitant. C'est souvent on te dit bon ben voilà, ta porte elle est à telle orientation, machin. C'est bien plus précis que ça. On utilise une boussole de 360 degrés. Sur ces 360 degrés par exemple, tu as 8 orientations qu'on appelle des Dakongwang. Et ces orientations-là, ça s'appelle des bouffeurs d'énergie. C'est-à-dire que si tu habites dans une maison qui est orientée, et c'est une orientation précise, c'est 22 degrés, enfin voilà, c'est une orientation vraiment précise. Si ta maison est dans cette orientation-là, tu vas y rester 2-3 ans, tu vas t'épuiser littéralement, ça va bouffer toute ton énergie, tu vas tomber gravement malade. Et c'est des maisons où les gens restent 2, 3 ans, 4 ans et ils s'en vont ou alors ils tombent gravement malades. Voilà, c'est des maisons qui sont vraiment très néfastes et pour lesquelles on ne peut rien faire si ce n'est changer la porte d'entrée. Parce que l'orientation de la maison se calcule en fonction, on se met face à la porte d'entrée, on prend une boussole et on regarde l'orientation. Et si la maison est orientée à 22 degrés, alors les gens, dans les magazines, on te dira si ta maison est orientée au nord, mets du bleu machin là.
Mais on ne te dira jamais, si ta maison elle est à 22 degrés précisément, elle va te tuer, quoi. Bon, te tuer, j'exagère un petit peu, mais c'est très précis, c'est vraiment... Oui, mais comment tu fais pour avoir ces... Comment tu fais pour avoir ces indications-là? Mais c'est ce qu'on apprend dans la formation que j'ai suivie. C'est-à-dire oui, mais une maison qui est à 22 degrés ou plus ou moins... Je veux dire, comment vous faites pour le savoir? Avec une boussole. Ah. Il faut une bonne boussole, il ne faut pas ton téléphone ni une boussole à 2 balles, il faut une bonne boussole. Et tu prends ta boussole, tu te mets face à ta porte d'entrée, et puis tu prends... Et de là, l'étude se fait... et voilà, on a besoin de 2 choses pour faire une étude de Feng Shui, l'orientation précise de la maison, mais je te dis 22 degrés, mais si tu es à 23 degrés, tu n'as pas le problème. Si tu es à 21 degrés, tu n'as pas le problème. C'est à 22 degrés qu'il y a le problème, donc il faut vraiment que ta prise de degré, d'angle soit précise. Et donc tu as besoin de la date de naissance de la maison, oui. Et de l'orientation de la boussole. Et à partir de là, tu peux faire une étude Feng Shui avec toutes les boussoles. On appelle ça un Luopan, l'outil qui sert de boussole pour faire le... Un Luopan. Un Luopan, c'est la boussole avec toutes les indications. Il y a énormément d'indications dessus pour savoir l'identité énergétique de la maison. Et, mais lors de construction de maison, est-ce que les constructeurs tiennent compte de ça? Non. Non, dans la grande majorité, non. Il y a très peu, en tout cas en Occident, il y a très peu de gens qui utilisent ça. En Orient, tu peux aller au Japon, tu peux aller en Chine, ils ne feront jamais une construction sans avoir une étude Feng Shui avant. Les banques, il y a des rues où il y a des banques et tout, l'orientation des banques, l'architecture des bâtiments, tout est fait en Feng Shui. Ils ne construiraient pas, ils n'ouvriraient pas une banque ou n'importe quoi si ça n'a pas été une étude Feng Shui qui valide. Et dans ces bâtiments-là, que ce soit des maisons ou des commerces, y a-t-il des matériaux qui sont prédisposés au Feng Shui et d'autres qui ne le sont pas du tout? Alors nous, on n'est pas dans les matériaux. Parce que par exemple, le bois, moi, je trouve ça très, très sympa. Le bois, je trouve que pour moi, le bois dégage de la chaleur comparé par exemple à du carrelage. Est-ce que ça joue pas du tout? Alors, pas de... Nous, on n'intervient pas sur le choix des matériaux. On peut intervenir sur la configuration, sur la taille des pièces, sur l'orientation, sur la forme du bâtiment. Par exemple, un bâtiment carré, c'est l'idéal pour un logement. Un logement carré, c'est la taille idéale parce que toutes les énergies sont représentées à part égale. Parce qu'on calcule le point central de la maison et on voit comment les énergies se répartissent. Il y a une hauteur de... Ça n'a pas d'importance. Quand une maison est sur plusieurs niveaux, on prend le niveau où il y a la porte d'entrée, on fait le calcul et on reporte le calcul sur tous les niveaux. D'accord. Voilà. Et si tu habites dans un appartement, on prend comme référence la porte d'entrée de l'immeuble. Oui. Et après, l'orientation, je veux dire, si ta porte d'entrée de l'immeuble est comme ça et que la porte de ton appartement dans l'immeuble est comme ça, c'est l'orientation de la porte d'entrée de l'immeuble qui sera prise en compte pour l'orientation de l'appartement. Et l'implantation géographique de la maison, est-ce que ça a une importance selon qu'on habite par exemple en Bretagne ou en Aquitaine? Est-ce que les saisons ont de l'importance? Est-ce que l'environnement est important? Est-ce que selon ce qu'on se trouve près d'une forêt ou d'une carrière, par exemple, est-ce que ça aussi, ça peut jouer? Alors là, on rentre à nouveau dans les compétences de la géobiologie. Ouais. Parce que nous, quand on arrive pour faire une étude Feng Shui, on regarde l'environnement, effectivement, mais pour savoir si devant chez toi, il faut que devant chez toi, il y ait le mouvement, au niveau de ta porte d'entrée, il y a ce qu'on appelle le mouvement. Donc ça peut être un ruisseau, une rivière, une route, il faut qu'il y ait un mouvement qui passe parallèlement à ta maison. Et derrière, il faut qu'il y ait la tranquillité. Donc si tu es adossé à une montagne, si tu as un bâtiment derrière, si tu as quelque chose qui est tranquille, voilà, là c'est la configuration idéale. D'accord. Mais c'est une configuration, si tu veux. C'est pas, nous, on n'est pas sur les ondes hertziennes, on n'est pas sur les ondes électromagnétiques, on n'est pas sur le sous-sol, on n'est pas sur les pollutions extérieures. Je pense que c'est une pratique qui est bien trop âgée pour considérer ces pollutions-là qui n'existaient pas à l'époque. Donc nous, on étudie l'énergie qui a été piégée dans la maison au moment de la construction. Au moment de la construction. Au moment de la construction ou de gros travaux de rénovation.
Si tu changes une cloison, si tu changes une porte, si tu changes le toit, si tu changes Oui. une fenêtre, on repart à zéro pour la date de naissance. C'est les gros travaux, mais à partir du moment où ta maison est finie avec les cloisons, elle a piégé, c'est un mot important, elle a piégé une qualité d'énergie à l'intérieur, Oui. et c'est cette énergie-là qui est agissante sur l'habitant. D'accord. Et donc quand tu fais des gros travaux, tu changes la date de... Par exemple, si ta maison a 200 ou 300 ans, tu dis « Ah, mais moi, j'ai pas la date exacte de la construction de la maison. » Oui, mais tu as changé les fenêtres il y a 6 mois. Oui, c'est ça la date de naissance. C'est ça la date de référence du piégeage de l'énergie dans la maison. Et alors, quand un bilan feng shui est fait dans une maison, le propriétaire, la personne qui l'a demandé, elle reçoit quelque chose, je veux dire, il y a un plus-value sur la maison, ou elle reçoit un certificat, ou comment que ça se passe? Je veux dire, la personne rentre, elle fait un bilan feng shui, et elle repart comme si elle est venue, ou... Alors, moi, quand je fais je pense que les autres praticiens font pareil, quand je fais un bilan feng shui, je donne un document où j'explique à la personne, parce que souvent il y a des modifications à faire. Bon, c'est pas toujours des grosses modifications structurelles, mais il y a des arrangements à faire, des modifications à faire. Donc, par exemple, une cuisine doit rester... l'idéal, la cuisine, ça fait partie des bas quartiers. On a les beaux quartiers et les bas quartiers. Le séjour est un beau quartier? Le séjour est un beau quartier, la chambre, le bureau, la salle à manger, tout ça, ce sont des beaux quartiers. Salle de bain, cuisine, salle de bain, cuisine, sanitaire, garage, grenier, sous-sol, ce sont des bas quartiers. Et donc, si la cuisine est ouverte sur le séjour, oui. Elle pollue le séjour. Et on perd de l'énergie. Pourtant, il y a de plus en plus de cuisines qui sont ouvertes sur le séjour. C'est pas parce qu'il y en a de plus en plus que c'est juste. Oui. Oui, c'est sûr. Et donc, on conseille parfois aux gens de mettre une cloison, de fermer la cuisine, ou de mettre une porte ou une cloison amovible, peu importe, mais que la cuisine soit fermée quand les gens cuisinent. Parce que c'est un endroit où on fait du bruit, c'est un endroit où on coupe, où on tranche, où on brûle, tu vois. Ah oui. Et puis il y a des évacuations d'eau, donc l'énergie part par les évacuations d'eau. Oui. Donc si tu veux, quand tu as une grande pièce où tu as la cuisine qui est ouverte, le secteur, parce qu'on partage en 8 secteurs énergétiques, le secteur énergétique dans lequel il y a la canalisation, tu perds toute l'énergie de ce secteur qui part dans les évacuations. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font qu'une cuisine ouverte, c'est, d'un point de vue feng shui, c'est pas du tout intéressant, c'est très toxique pour la maison. Donc on peut conseiller aux gens de mettre une cloison, une porte coulissante, quelque chose qui puisse permettre de fermer la cuisine. Donc on propose des travaux comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu me demandes si les gens ont un certificat genre j'affiche au mur, ma maison est feng shui. Oui. Et comme je te disais, le feng shui, c'est une relation entre l'habitant et l'habitat. Donc ça n'a aucun intérêt de dire ma maison elle est feng shui. C'est ma maison, je m'y sens bien ou pas. Ou si j'ai comme motif de consultation, j'ai besoin d'avoir plus de travail ou quoi que ce soit, tu ne vas pas afficher sur ton mur j'ai plus de travail. Enfin, c'est dans ta vie que tu verras les changements. C'est pas un truc que tu affiches, c'est un truc que tu vis. C'est un truc pour améliorer ta vie, c'est un soin. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Parce que si on prend le cas d'une maison qui appartient à 2 personnes, Ouais. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation où il y a un bilan feng shui de fait sur cette maison et ces 2 personnes-là, Oui. et que la situation est différente selon l'un et l'autre? Oui. Est-ce qu'une personne, par exemple, peut se dire, tiens, on a modifié quelques aspects de la maison, ouvert des fenêtres, et enfin un petit peu... La personne peut très bien se sentir dans cette maison-là, alors que son conjoint, il se retrouve dans la situation inverse, où le fait qu'il y ait eu des modifications, ça puisse ne pas lui plaire. Ça se passe comment? Ça se passe que quand on agit sur un logement ou sur un lieu de vie, on fait systématiquement le bilan des 2 habitants principaux. On ne fait pas avec les enfants, parce qu'eux, ils sont là, ils sont de façon transitoire. Mais il peut y avoir de grosses... On conjugue justement avec les 2, pour que les 2 se sentent bien dans la maison, qu'il n'y ait pas un problème avec les 2. Donc il peut y avoir un juste milieu alors? Oui, ah, bien sûr, il faut conjuguer pour que les 2 habitants se sentent bien dans la maison. Tu vois, là j'ai eu un couple, quand j'ai fait le bilan des 2,
on a un trépied, enfin, on a la place de la personne, ça fait un triangle, et il faut que les 3 pointes, en fonction du point central, tu as un triangle, et il faut que les 3 points du triangle, que les 3 branches, quoi, soient sur un mur. Et si c'est pas sur un mur, si tu es dans une fenêtre ou dans une porte, tu es à l'extérieur. Quand tu fais la projection du degré d'angle, tu as le point central, tu as 3 points. Quand tu fais la projection du degré d'angle, il faut qu'à un moment donné, entre le point et la fin de la maison, le mur de tour, il y ait une cloison. Pour que la personne s'appuie sur la cloison, pour qu'elle ait sa place dans la maison. D'accord. Et donc, moi j'ai eu un couple où la femme, sa place dans la maison, elle était dehors, dans la fenêtre. Et donc, et elle se sentait pas bien chez elle. Elle n'aimait pas y être, elle n'aimait pas être chez elle. Elle était tout le temps barrée à droite à gauche, elle ne se sentait pas chez elle. Et donc je leur ai conseillé de construire une cloison à un endroit bien précis par rapport au point central, et comme ça, elle avait un point d'ancrage. D'accord. Tu vois? Donc là, ils sont en train de faire les travaux, c'est en cours. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut proposer. Mais en vérifiant que la position de cette cloison ne va pas impacter le mari. Donc les 2 choses étaient compatibles, donc il n'y a pas de souci. Mais il fallait qu'elle puisse se sentir chez elle à l'intérieur de sa maison. Donc il fallait créer un endroit où un point d'appui. Parce que si ton moi est dehors, ton moi est dehors. J'ai eu une patiente, quand j'ai fait son bilan Feng Shui, on regardait, et la place des enfants était dans la porte d'entrée. Et elle me disait, écoute, c'est marrant parce que moi, après mon divorce, quand je suis venue m'installer dans cette maison, au bout d'un moment, les enfants sont tous repartis chez leur père. Ils ne se sentaient pas bien dans cette maison. Mais en fait, sur sa boussole personnalisée, la place des enfants était dehors. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié? On ne saura jamais, mais en tout cas, c'est une drôle de coïncidence, encore une fois. La Lune et le Soleil peuvent-ils avoir de l'influence sur le Feng Shui? Alors, est-ce que les étoiles, la Lune, le Soleil, les saisons en général, la température, est-ce que tout ça, ça peut être... Alors, on est dans le même cas que la géobiologie ou tout ça, ce sont des influences, évidemment... le Feng Shui, on est sur des influences d'énergie piégées dans la maison, à un moment donné. C'est la date de naissance, c'est la date de référence. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur de la maison n'est pas concerné par le... Pas par le Feng Shui. Évidemment que ça a une influence sur nous, à titre personnel, mais ça n'est pas concerné par l'étude. Comme on ne considère pas non plus les ondes hertziennes, le Wi-Fi, le 5G, la 4G, les ondes micro-ondes, c'est pas notre champ d'expertise. Donc évidemment que la Lune, le Soleil, on influence, on est l'homme entre terre et ciel, mais c'est pas l'expertise du Feng Shui. C'est pas sur ce sujet-là qu'on est sur quelque chose de plus pas précis, mais de différent. C'est une autre lecture de l'environnement. Est-ce qu'il est important que la personne qui décide un bilan Feng Shui adhère à cette... J'imagine. Est-ce que quelqu'un qui est réticent à ce genre de pratique, à ce genre de, est-ce que ça peut pas marcher, ou est-ce que Alors, d'abord, j'imagine que quelqu'un qui est réticent ne viendra pas demander un bilan Feng Shui à la base. D'accord. Mais si toutefois ça arrivait, c'est pas la croyance qui fonctionne, c'est l'énergie ambiante. C'est pas parce que tu crois ou tu crois pas à quelque chose. Quand on fait une séance d'acupuncture, si elle est bien faite, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est agissant. Tu vois, c'est du même ordre d'esprit. Quand tu files de l'homéopathie à des animaux, tu peux pas dire s'ils y croient ou s'ils y croient pas, ça agit. C'est la même chose. On n'est pas dans de la croyance. Pour l'instant, la science ne l'explique pas, mais la science l'expliquera très bientôt, j'en suis convaincue. Tout ce qui est énergie, nous sommes nous-mêmes faits d'énergie. Nous sommes de l'énergie condensée qui fait de la matière. Donc, et tout notre environnement, si tu écoutes les travaux de Nassim Haramein, rien n'existe. Là, tu as 99,99% de vide. Là, pourtant, tu as l'impression que c'est du solide, mais c'est que du vide. C'est de l'énergie.
C'est de l'énergie dans une forme concentrée, condensée. C'est l'énergie qui a ralenti et qui a fait de la matière. Mais tout est énergie. Donc, dire que travailler sur l'énergie relève de la croyance, c'est un non-sens. D'accord. Donc, les gens viendront demander un bilan ou pas, mais le fait d'y croire ou de ne pas y croire ne changera rien au fait qu'on travaille sur de l'énergétique et que l'énergétique, c'est une réalité. D'accord. Regardez, c'est petit. Mais non, mais il y a certainement plein d'autres trucs. C'est un sujet qui est très très vaste. Hein. On peut pas, tu peux pas l'aborder comme ça. Et puis, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est pas forcément évident de savoir quelles questions poser sur ce sujet. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont adeptes de. Alors, adepte, le mot. Enfin, adepte, on revient à la croyance, mais ouais, qui s'intéresse à ce sujet. Qui s'intéresse à ça. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça? Est-ce que la vie d'aujourd'hui fait que les gens se préoccupent, se tournent vers ça On vit dans une époque de grands bouleversements, en fait. Il y a beaucoup de gens qui changent leur façon de voir la vie et le monde. Donc c'est possible qu'à un moment donné, ils se tournent vers ça. Le seul hic que je vois à ça, c'est que les gens, quand ils pensent Feng Shui, ils pensent à ce qu'ils trouvent dans les médias, sur Internet ou dans les livres. Et c'est des Feng Shui qui sont très édulcorés, c'est des Feng Shui qui ne sont pas, et qui parfois sont pires que bien. Tu vois, je lisais une fois dans un magazine, au sud, vous mettez du rouge et tout va bien. Sauf que c'est sans considérer la nature de l'habitant. Un habitant qui, dans son bilan énergétique, a du feu, parce que le sud, c'est le rouge, c'est le feu. Donc dans son bilan énergétique, s'il a du feu, qu'il en déborde et que ça pose déjà des problèmes, si tu en rajoutes dans la maison, tu vas l'aggraver. Tandis que si tu minimises l'influence du feu dans la maison, ça va l'apaiser. Tu vois, ça a un impact. Et donc quand tu vas sur un truc complètement généraliste, où on te dit à tel endroit il faut mettre ci, à tel endroit il faut mettre ça, tu vois, quand ma cliente avec son bouquet de fleurs, c'est parce qu'elle avait une boussole personnalisée et que c'était l'endroit précis de son enrichissement que ça a déconné. Mais si sur notre meuble, elle avait un autre bouquet de fleurs depuis des années, de fleurs séchées, ça n'avait jamais posé de problème. Donc les gens vont s'intéresser au Feng Shui, ils vont aller dans des magazines ou regarder un truc sur Internet, ils vont pas aller consulter un praticien parce qu'ils vont se dire « fais chier, c'est cher » ou je sais pas quoi. Et dans le meilleur des cas, ils auront fait de la déco, ça va. Dans le pire des cas, ils auront aggravé leur situation. En tout cas, pas régler le problème. On devrait conseiller le Feng Shui à tout le monde alors. Mais non, il ne faut pas de prosélytisme. C'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose, tu le sens à l'intérieur de toi ou pas. Tu as envie de travailler sur toi, tu te dis, voilà, je prends en charge ma santé. Si je veux la prendre, parce qu'on est vraiment sur une question de santé, où à la base, oui, c'est la santé, mais c'est beaucoup plus vaste. Comme je te disais, ça peut aussi, si tu vois que tu n'arrives pas à trouver d'amoureux, si tu vois que avec tes relations avec ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas, si tu vois, énergétiquement, ça influence tous les aspects de ta vie. C'est vraiment un soin holistique, un soin énergétique, un soin de Feng Shui. Donc c'est un soin, c'est vraiment un soin. Donc si tu peux pas dire aux gens faut que tu fasses du Feng Shui. Non, il faut qu'ils aillent vers là où leur cœur leur porte. Oui. Et dans un cadre de prise en charge globale, s'ils commencent à faire attention à leur santé, qu'ils commencent à faire attention à leur hygiène de vie, à leur environnement, ils peuvent en venir à se dire peut-être que je pourrais regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans ma maison, qu'est-ce qui se passe dans mon lieu de vie, qu'est-ce qui se passe dans mon bureau. S'ils voient que les affaires ça marche pas, qu'ils ont des problèmes de vol dans leur entreprise ou est-ce que l'énergétique de mon entreprise ne favorise pas ce genre de truc? Donc venir chercher la réponse auprès d'un praticien Feng Shui. Et alors quelqu'un qui souhaite venir chercher une réponse auprès d'un praticien, la démarche se fait comment? Il va sur son téléphone portable, sur Google, et puis il tape praticien Feng Shui?
Bah, il peut faire ça, ouais. Ça peut marcher? Bah, normalement, il y a des annuaires qui recensent les praticiens Feng Shui. Après, bah, c'est intéressant de discuter avec le praticien pour savoir quelle est sa formation, si c'est un Feng Shui taoïste ou si c'est un Feng Shui de grande surface. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est intéressant de rencontrer les praticiens, de discuter avec eux et puis de voir ceux avec qui on est en vibration, ceux qui nous convainc ou pas, voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre le praticien et le client, le client, oui, le consultant, oui. Le consulat, il faut qu'il y ait une petite fusion, il faut que ça soit fluide, il faut que ça fonctionne, il faut que les premiers contacts soient positifs. Il ne faut pas oublier que ça reste une thérapie. C'est une thérapie. Et donc, comme avec n'importe quel thérapeute, il faut se sentir à l'aise avec la personne. Parce qu'on va rentrer dans votre intimité, on va vous poser des questions. On va avoir besoin de votre date de naissance, votre jour, votre mois, votre lieu de naissance pour faire votre bilan énergétique. On va être dans votre bilan énergétique, on va voir plein de choses sur vous. On va vous poser des questions sur votre histoire de vie. On va essayer de comprendre comment conjuguer les deux. Donc il faut être en confiance avec la personne que tu vas avoir en face de toi parce que on est dans une thérapie. Et alors un praticien Feng Shui, il est comment je dirais, il a une plaque sur sa maison, enfin il est reconnu, comment que ça fonctionne pour savoir qui est bon et qui est mauvais. Comment on fait pour... Ça tu peux pas savoir. Ah, ça on ne peut pas savoir. Non, tu peux pas savoir. Alors souvent nous ça fonctionne par bouche à oreille, les gens ont été contents, ils disent bon ben voilà, moi j'ai travaillé avec telle personne, ça s'est bien passé, j'ai vu des résultats, enfin, voilà, ça fonctionne par bouche à oreille. Puis quand on commence dans la pratique, on commence par faire les amis, voilà, et petit à petit ça se diffuse. Mais c'est comme pour tous les praticiens, c'est du loto. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien comme quelqu'un avec qui ça va pas passer, puis ça va passer avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est comme pour tous les thérapeutes. Les interventions ne sont pas remboursées par la sécurité sociale? Non, bien sûr que non. Non, et puis en plus, puisque tu évoques ce sujet, les tarifs, les tarifs c'est quelque chose d'important. Moi je fais ça sur devis parce que ça dépend de la composition du foyer, ça dépend de la taille de la maison et du motif de consultation. Et il y a plusieurs possibilités. Soit on fait juste une consultation Feng Shui et puis on donne les conseils d'amélioration ou de modification à la personne et puis voilà. Soit on prend un contrat sur un an qui coûte beaucoup plus cher, mais pendant un an la personne peut nous appeler et nous dire voilà qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire ça, etc. Bon, il y a plein de cas de figure, donc mais en gros pour un privé de la consultation de base jusqu'à la consultation un peu plus améliorée, enfin beaucoup plus améliorée, on est entre 500 et 1000 euros. Et pour des professionnels, on est aux alentours de 1500 euros pour la consultation de Feng Shui avec un suivi d'au moins 6 mois. D'accord. Donc voilà, mais ça se fait sur devis. S'il n'y a qu'une personne dans le logement, si c'est un tout petit logement, voilà, on est aux alentours de 500 euros. Si il faut faire beaucoup plus, ça demande des heures et des heures de travail de faire. Oui, mais le bien-être de soi-même, c'est vachement important, quel que soit le nombre d'heures que ça demande. La finalité du Feng Shui, au final, c'est de bien se sentir dans son soi. Dans son soi. Ouais. Parce que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et ça se ressent après dans sa maison. Et ça se ressent aussi sur les gens qui viennent vous voir. De toute façon, oui, une maison. Enfin, sur les gens qui viennent, je ne sais pas, parce que comme je te disais, c'est adapté à la personne. Il y a une personne. Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où il y a une personne qui se sent très bien dans sa maison, elle va automatiquement dégager que des bonnes choses. Exactement, oui. Donc, oui, c'est important, c'est bien, je trouve ça intéressant. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est très large comme possibilité. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux consultants de cerner sa demande, parce qu'on ne peut pas traiter tous les sujets d'un coup. C'est très précis. Donc le Feng Shui, donc, tu m'as dit tout à l'heure que c'était d'origine chinoise. Est-ce que quelque part dans le monde, il y a
quelque chose qui y ressemble et qui pourrait être d'origine, je sais pas, scandinave ou sud-américaine ou... Oui, c'est ce que je te disais, en Inde, tu as le vastu. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce que je te disais au début. Mais ça reste, c'est en Inde. On n'a pas l'équivalent, par exemple, dans les pays occidentaux, genre au Canada ou... C'est-à-dire que ça s'est perdu. Ah, ça s'est perdu parce que... Parce que c'est un savoir ancestral qui était répandu sur toute la planète. Sauf qu'il y a des traditions qui l'ont maintenu, comme les traditions asiatiques, et tu as des traditions qui l'ont perdu. Chez les Incas, par exemple, il pouvait y avoir ce genre de... De toute manière, oui, quand tu vois les constructions antiques, elles sont orientées en fonction des astres célestes, elles sont orientées en fonction de l'équinoxe ou de le lever, le coucher du soleil. Enfin, il y a une orientation, il y a des formes géométriques très précises. Donc, évidemment qu'ils utilisaient ce savoir. Ça ne s'appelait pas Feng Shui là-bas, mais c'est un savoir qui est vraiment, vraiment très, 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 très vieux, qui était utilisé par les anciens bâtisseurs. Ils orientaient toujours leurs bâtiments, la forme c'était souvent carrée ou pyramidale, il y avait des formes énergétiques très spécifiques. Donc c'est connu depuis la nuit des temps. Mais sauf que ça s'est perdu. Alors en Europe, avec la culture judéo-chrétienne qui a balayé toutes les traditions anciennes, tout ça, c'est tout ce qui était un peu ésotérique, énergétique, c'est perdu. Mais c'était quelque chose qui était, oui, aussi connu de nos anciens, mais ça s'est perdu. Tandis qu'en Chine, ils ont écrit. Ils ont étudié, et ils étudient toujours ça. Enfin, voilà, c'est un art qui est toujours vivant parce que ça a été documenté, ils ont écrit dessus. Tandis que dans les autres pays, c'était plutôt une tradition orale qui s'est donc perdue. D'accord. Mais qui était bien connue des anciens bâtisseurs, sur toute la planète. Absolument partout. Eh bien écoute, me v'là. Mais si ça t'intéresse aussi de savoir, il y a le docteur Lydia De Leon, je te donnerai le lien du site et puis je le mettrai sous la vidéo. Oui. C'est une grecque et avec son mari, ils étudient les bâtiments, les anciens bâtiments. Des anciens bâtisseurs, l'énergétique, sur comment ils ont été construits, et leurs propriétés énergétiques, c'est hyper intéressant. D'accord. Si ça t'intéresse, puisque tu me posais la question. Je serais très curieux je te transmettrai d'en savoir un peu plus. Ouais, je te transmettrai le site internet de Lydia De Leon. Franchement, c'est passionnant ce qu'elle raconte. Mais est-ce que dans une première lecture comme ça, quelqu'un qui décide de s'intéresser au Feng Shui, est-ce que par hasard il ne risque pas de se perdre un peu de par tout ce vocabulaire dont il n'a pas l'habitude? Est-ce que il y a des difficultés pour quelqu'un qui décide de s'y intéresser? Est-ce qu'il est préférable de commencer par telle ou telle lecture plutôt qu'une autre, par telle ou telle... Parce que moi je m'imagine bien par exemple rentrer dans une librairie et puis au hasard, parce que ça ne peut être qu'au hasard me concernant, prendre un livre et m'apercevoir au bout de 2 pages que je suis perdu. Est-ce que par exemple il y a des lectures, des vidéos, des liens qui sont un peu plus accessibles Alors le Feng Shui, comme je l'ai appris, moi je l'ai appris avec un praticien Feng Shui, Gérard Timon, qui est à Rennes. Oui. Et qui lui l'a appris d'un maître chinois. Et Gérard est sinologue, il lit le chinois et il travaille à partir de documents chinois. Donc il nous a enseigné tout ça à partir du chinois et de la philosophie taoïste et puis sa connaissance très précise du mode de pensée chinois. Toi tu es parti de zéro et puis tu... Je suis partie de zéro, oui, parce qu'en fait j'ai commencé, ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas fini, par étudier la médecine chinoise. Et puis dans mon souci holistique, j'ai rencontré du coup Gérard. Et quand il a commencé à parler de Feng Shui, je me suis dit, ah ben oui, il faut aussi que j'aille sur ce terrain-là si je veux vraiment avoir une compréhension globale de la personne dont je m'occupe. Donc j'ai suivi son enseignement, j'ai fait la formation de Feng Shui Bazhe et maintenant je suis diplômée de cette formation. Mais effectivement, moi j'ai commencé par la médecine chinoise, donc j'avais déjà des notions de tous ces termes. Oui. Et le Feng Shui qu'enseigne... Gérard Timon, c'est quand même pas la même chose que ce que tu trouves dans les livres.
D'accord. Donc te recommander, parce que tu vois, tu as des auteurs comme Liliane Tu qui a beaucoup écrit sur le Feng Shui. La seule chose, c'est que si tu veux, il y a le Feng Shui qui nous vient des États-Unis, du Canada, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Chinois qui a immigré au Canada, qui a voulu diffuser le Feng Shui, qui s'est rendu compte que c'était un peu compliqué pour les gens là-bas, donc il a simplifié au maximum, et du coup il a beaucoup trop édulcoré. Il a édulcoré ça, et après il y a des Américains, des Canadiens qui ont repris le truc, et qui l'ont ramené en Europe. Donc nous, le Feng Shui classique qu'on rencontre dans les bouquins, sur Internet, c'est quelque chose qui vient de là, et qui est totalement édulcoré, qui ne tient pas compte de l'habitant, ou quasiment pas. Donc, et qui, c'est ce qu'on appelle le Feng Shui de la porte, par exemple. Ils considèrent que la porte est la référence, mais pas par l'orientation. Ils disent que le sud est en face de la porte. Le sud n'est jamais en face de la porte. C'est pas systématique. Non. Bon. Enfin, voilà, tu as des Feng Shui. Tu as plusieurs types de Feng Shui qui existent. Donc, je dis pas qu'ils sont bons ou mauvais. Je dis que c'est pas celui que je pratique. Donc, moi, c'est un Feng Shui taoïste. Donc, il existe quasiment, sur ce Feng Shui-là, il n'existe quasiment pas de livres de documentation. Il y en existe énormément en chinois, en Chine. Mais il faut apprendre le chinois. Voilà. Donc moi je ne le connais pas. Moi je suis passée à travers Gérard Timon. Donc voilà. Il a fait des traductions, mais faudrait se rapprocher de lui. Il a fait des traductions qui sont vendues sur son site. Mais lire les traductions sans recevoir l'enseignement, je ne suis pas convaincue que... et puis il a fait une dizaine de livres, donc avant d'avoir pris tout ça, et puis il faut aussi apprendre à calculer le Bazi, le bilan énergétique de la personne, savoir le lire, savoir l'interpréter. Donc c'est quand même un truc assez poussé. Donc vouloir faire soi-même le Feng Shui, ça reste du possible, mais je ne suis pas sûre de l'efficacité. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut dire, bah oui, ma maison elle est Feng Shui, bon voilà. Mais est-ce qu'elle est agissante sur toi? Est-ce qu'elle est efficace sur toi? Est-ce qu'elle règle tes problèmes? Ou est-ce qu'elle te crée des problèmes? Je ne sais pas. D'accord. Si tu veux vraiment faire ça sérieusement, soit tu l'apprends, soit tu fais appel à quelqu'un qui est formé. Mais le faire sérieusement, de façon efficace, parce que l'idée, c'est vraiment un art thérapeutique. Donc l'idée, c'est vraiment d'être agissant sur la personne. C'est pas juste de décorer ou de refaire la cosmétique de ta maison. C'est ma maison est zen, ma maison est... Ça veut absolument rien dire, ça n'a aucun sens. En tout cas, non, mais je commence à voir, je commence à comprendre un peu C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en discuter avec toi face caméra et de pouvoir déblayer un petit peu ça, parce que c'est tellement pas connu en fait. Tu vois, il y a encore pas longtemps, j'ai demandé à un ami, est-ce que tu connais le Feng Shui? Et il me répond, oui, c'est important de faire du nettoyage dans sa maison, d'enlever, de désencombrer. Je dis, oui, non, tu connais pas du tout le Feng Shui en fait. Mais c'est l'idée qu'ont beaucoup de gens. On désencombre, on met de la couleur là, on met un truc machin là, et puis voilà, on met pas de miroir dans la chambre. Voilà, en gros, le Feng Shui, non, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment un art thérapeutique agissant sur la personne. Et tu ne peux pas, en tout cas dans ma pratique, tu ne peux pas considérer l'habitat sans l'habitant. C'est les deux qui sont conjugués. Oui, il faut que tout adhère. Il faut faire rentrer l'habitant dans l'habitat. Et c'est parce que, je veux dire, un mec qui te loue sa maison en te disant vous pouvez y aller, c'est une maison Feng Shui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Une maison Feng Shui, ça n'existe pas. Par contre, quand tu construis ta maison, tu peux faire attention à ce que l'orientation, que tu ouvres la porte dans des étoiles favorables, que tu ne sois pas dans un Dakong, ce que je te disais tout à l'heure, dans un bouffeur d'énergie. Voilà, tu peux faire en sorte que ta maison soit favorable pour tout le monde dans cette optique-là d'ouverture de porte et d'alignement énergétique par rapport à ces axes, ces 8 axes qui sont très néfastes pour une maison. Et pour tout le reste, il faut conjuguer les deux en même temps, quoi. Tu peux pas... D'accord. Eh ben c'est bien. C'est vachement intéressant. Ah mais c'est passionnant. Moi, mais je pense que ça doit être passionnant. Après, moi, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Donc mais je pense que le bien-être dans sa maison est important. Mais honnêtement, moi, ça fait des années que je l'étudie et je ne maîtrise pas encore tout. C'est tellement vaste.
Parce que je me rends compte que tout qu'on le fait, quand on est bien dans sa maison, on est bien dans sa tête. Et quand on est bien dans sa tête, On est bien dans sa vie. On est bien dans sa vie. Ouais. Ah oui, mais ça fait partie des soins complètement dans une prise en charge globale de la personne. Moi, pour moi, j'en suis convaincue. Quand j'ai fait mes études, j'ai commencé par changer toute ma maison, j'ai fait des modifications et c'est vrai que je me sens très bien dans ma maison. Et les gens qui me rendent visite me disent « Ah ben, on se sent bien dans ta maison, il y a une bonne énergie. » Et oui, mais je fais le nécessaire pour. Ouais. Voilà, j'ai harmonisé tout. Alors c'est harmonisé vibratoirement avec moi, Ouais. mais voilà, au niveau énergétique, elle est totalement équilibrée. Très bien. Eh bien, écoute, j'en ai appris... J'ai appris plein de choses. Ah bah écoute, je suis ravie. Hein, et je saurais que si je veux en savoir plus, Je viens te voir. Ouais. Ou j'ai la possibilité d'aller sur des liens vidéo où il y a d'autres... Je vais mettre des liens vidéo et puis je vais faire un article sur mon blog pour en parler aussi. Après, dans mes projets, dès que j'ai le temps, je projette aussi d'écrire un livre sur le sujet. Et puis, c'est bien. Ouais, mais bon, après, ça, c'est... faut que j'ai le temps de faire tout ça. Mais, tu vas trouver le temps. Oui, mais ça me passionne tellement que ouais, je vais continuer à travailler, à creuser le sujet et puis à pratiquer aussi avec mes clients. J'apprends, c'est là qu'on apprend le plus. Hein. Parce que quand ils ont des questions bien spécifiques, bah, je retourne dans mes bouquins, dans mes cours et puis si je ne sais pas traiter le truc, je vais creuser pour être sûre d'apporter la réponse dont ils ont besoin. Quoi. Donc, c'est aussi un apprentissage au quotidien. Hein. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est vrai. Ouais, moi j'adore. Et bien écoute, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi pour cet entretien de qualité, j'ai beaucoup apprécié. Et ben, moi aussi, je trouve ça très intéressant. Et puis peut-être que je ferai appel à toi. Ah ben écoute, avec plaisir. Ça marche. Merci Alain. Ben, je t'en prie, Aline, à bientôt. À bientôt.